Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Michel Bessac, qui est un ami, plutôt le mari d'une amie, et qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait. Et puis je crois que ça va être intéressant parce qu'il est aussi écrivain, donc c'est rare quand on a des écrivains sur notre plateau. Donc Michel, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Bonjour. Bonsoir. Et je vais peut-être commencer par un peu te présenter parce que je ne te connais pas moi non plus. Donc j'ai entendu parler que tu étais ingénieur, oui, et aussi écrivain et chanteur. C'est exact. Voilà. Donc on peut parler un peu de tout. On va peut-être parler de ta profession. Tu es ingénieur en quoi? Ingénieur informaticien. Ah, donc j'ai fait mes études à Berkeley il y a déjà assez longtemps. Et j'ai travaillé dans la profession pratiquement depuis 1970. Surtout dans la région, j'ai pas mal voyagé aux États-Unis aussi, mais donc je me suis surtout occupé de développement de software d'application et de systèmes de gestion de bases de données. Okay. Et donc il y a beaucoup de demandes pour ça en ce moment? Il y a pas mal de demandes, mais c'est assez difficile en ce moment parce que justement à cause de l'Internet, parce qu'il y a des tas de sociétés qui se lancent dans des projets qui sont plus ou moins bien gérés, qui veulent arriver à des résultats très rapides, avec souvent des budgets qui ne sont pas très réalistes, et qui sont plutôt orientés, disons, vers des résultats commerciaux que des résultats techniques. Et donc quand on rentre dans des entreprises comme ça, en tant que technicien, on a un peu de mal parce que on fait un peu peur aux gens en leur expliquant en fait que c'est pas aussi facile qu'ils se l'imaginent. Et que donc c'est assez facile de développer un prototype en très peu de temps, mais ce prototype en fait ne tournera jamais vraiment très bien dans un environnement de production avec une demande élevée de la part des utilisateurs. Ok, donc il faut la partie technique derrière tout le temps, c'est ça? Le technicien derrière. Et en fait c'est la partie cachée dans mon domaine, c'est-à-dire que personne ne la voit à cause de tous les efforts de marketing qui sont orientés en fait à faire croire aux gens qu'il y a quelque chose de magique qui se passe, et en réalité derrière la coulisse c'est tout le temps la crise, on essaye d'intégrer des technologies de pointe en dernière minute, et donc il y a un certain côté prestidigitateur à la profession que les gens ne voient pas, mais que moi en tant que technicien malheureusement je vois. Ah d'accord. Et est-ce que c'est vrai que dans la Silicon Valley, le taux unemployment c'est de moins 20% ou bien c'est un mythe? Je pense que c'est en grande partie un mythe, c'est-à-dire que c'est comme toutes les statistiques américaines, c'est toujours des statistiques qui ne sont pas stratifiées. Quand on dit qu'aux États-Unis il y a un chômage de seulement 4%, on mélange toutes les professions. Et dans les professions techniques très spécialisées, c'est des statistiques qui n'ont aucun sens. Parce que donc il y a tellement de créneaux différents qu'on ne peut pas mesurer d'une manière continue. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aujourd'hui une demande énorme pour des programmeurs en C++, avec des spécialités en Windows très très pointues dans un certain domaine, mais ça ne veut pas dire que cette demande sera là dans 2 ans par exemple. Et les gens qui se sont spécialisés dans ces technologies peuvent se retrouver sans travail parce que dans 2 ans, parce que Oracle aura gagné avec leur version Java. Voilà, donc c'est jamais très clair. Et en ce moment, qu'est-ce qui est le plus en demande? En ce moment, il y a surtout deux approches qui sont très compétitives. C'est l'approche Microsoft avec ce qu'ils appellent le Component Object Model. Oui. Et puis il y a l'approche de Oracle Sun, donc la machine virtuelle Java, qui en fait qui est la stratégie d'Oracle avec leur version 8i. Donc tout le monde doit apprendre Java. Ben, il y aura la moitié du monde aura appris Java et l'autre moitié aura appris C++, enfin Visual Studio. C'est encore mieux de connaître les deux, c'est ça? Ben, c'est pratiquement impossible parce que c'est des produits qui sont tellement complexes qu'on ne peut pas vraiment se mettre au courant des deux d'une manière constante et espérer vraiment être spécialiste et travailler là-dedans. Et si c'est Java qui est maintenant le plus grand employeur, donc c'est Java qu'il faut apprendre, c'est ça? C'est dur à dire parce que Microsoft c'est quand même une société très puissante et qui va se battre contre le cartel Java si on veut. Et
c'est un peu une course de chevaux, donc il faut se décider à miser sur l'un ou sur l'autre. Et comme de toute façon, je pense que la génération des jeunes ingénieurs qui travaillent en ce moment, la manière dont on travaille dans la Silicon Valley, donc qui consiste en fait à travailler à outrance dans l'espoir qu'on va devenir millionnaire dans les 2 ou 3 années à venir, ne présage même pas un avenir de 5 ans, c'est-à-dire que dans 5 ans, on a soit pris sa retraite, ou alors on est ce qu'on appelle en américain brûlé, donc on n'a plus d'énergie, et à ce moment-là, on va devenir fleuriste, ou un autre métier un peu plus raisonnable. Qu'est-ce qui est donc la solution si on a perdu le pied? Disons que ce qu'on a appris n'est plus en demande. Alors il faut réapprendre quelque chose de nouveau ou bien il faut se remettre dans une autre profession? Non, en fait, c'est un peu le problème du funambule qui a perdu pied. On meurt, et donc on meurt au niveau de l'informatique. Ou bien on se remet à jour? On ne peut pas vraiment se remettre à jour, c'est un train qui avance trop vite. C'est un train qui avance trop vite, et donc, c'est-à-dire, au niveau conceptuel, c'est très simple, parce que les concepts n'ont finalement pas changé en 30 ans. Mais la logique est la même. Mais seulement les outils sont tellement complexes, et différents. C'est même plus au niveau des langages, puisque les langages finalement ne veulent plus rien dire. C'est surtout au niveau de ce qu'on appelle les Microsoft Foundation Classes, qui sont en fait des outils qui sont construits à l'intérieur des composants, qui sont construits à l'intérieur du produit. Et donc on construit à partir de composants. Et bon, c'est un peu comme quelqu'un qui construit une maison. S'il ne maîtrise pas les composants, il ne peut plus construire. Ah d'accord. Donc il faut être trained à l'intérieur de la compagnie. Pas nécessairement, mais il faut être constamment au courant des nouveaux outils qui sortent dans cette ligne de produits. Et c'est difficile? Et c'est difficile parce qu'il en sort beaucoup, ça change tout le temps. Il y a toute la technologie de réseau qui change sans arrêt. Et pour rester au courant, c'est difficile parce que c'est pas seulement des problèmes de construction logicielle. Il faut comprendre les bases de données, il faut comprendre les réseaux, il faut comprendre les problèmes de sécurité. Et c'est très difficile. D'accord, donc il y a beaucoup trop à apprendre et on se demande si ça vaut le coup d'apprendre, si ça va être démodé en 2 ans, c'est ça? Voilà, donc on se spécialise dans une partie de cet ensemble et c'est très facile de perdre pied. D'accord. Et dans ton cas, par exemple, tu as choisi de quelle solution? Moi, je suis un peu le dinosaure, si on veut, des informaticiens, puisque ça fait déjà presque 30 ans que je fais ça. Ouais. Et quand je vais dans la plupart des sociétés, quand je vais dans la plupart des sociétés, disons que la moyenne d'âge est entre 25 ans et 35 ans, c'est déjà les vieux. Et tous les gens de mon âge, en fait, sont convertis dans la gestion ou dans les ventes. Voilà, c'est ça. Donc, ils portent le chapeau pointu. Mais en fait, ils n'y connaissent rien. Ils sont obligés de s'appuyer sur une nouvelle génération qui est en fait très très forte au niveau technique, au niveau des outils, mais souvent ne comprend pas les problèmes conceptuels du développement d'applications. C'est pas parce qu'ils sont pas capables de comprendre, mais simplement ça prend beaucoup de temps d'apprendre quelles sont les disciplines en fait du développement d'applications. D'accord. Donc tu as choisi d'apprendre ou de rentrer dans la gestion, par exemple? Bien, j'ai fait un peu les deux. Dans mon dernier travail, j'ai fait surtout un travail de gestionnaire. D'accord. Et donc ça, c'est aussi un peu dangereux dans la mesure où on oublie le reste d'une part, et puis ensuite on a affaire à toute cette partie de gens qui sont beaucoup moins raisonnables, et qui sont dans le domaine des ventes et du marketing, qui veulent imposer des objectifs soit trop ambitieux, soit carrément impossibles, de manière à maintenir leur présence, pas nécessairement même sur le marché, mais la présence au niveau de la bourse, des cotations, des parts et tout ça. Et donc c'est assez difficile parce que les objectifs sont souvent très, très subtils et donc en fait pas très techniques. Mais en fait, tu as plusieurs avenues, en fait, tu as plusieurs goûts. Tu aimes écrire, tu aimes l'informatique parce que c'est ta profession et tu as aussi un côté artistique. Donc entre ces trois-là, tu dois choisir ce qui va peut-être être pour toi à l'avenir, c'est ça? Oui, enfin disons que l'informatique pour moi c'est surtout un métier. Je ne pense pas que ce soit un métier qu'on puisse aimer parce que c'est un peu un genre de frénésie qui est à la fois utile et un tout petit peu malsaine comme toutes les frénésies puisqu'on se branche sur des choses qui ne sont pas
portés vers l'extérieur, donc ils sont très introvertis, c'est pour ça que la plupart des informaticiens portent des lunettes et se tiennent près d'un écran, alors que bon, la musique et l'écriture, ça s'adresse au monde extérieur, donc c'est des choses complètement opposées, c'est les deux faces de Janus, si on veut, donc ils sont... Donc tu essayes d'une manière inconsciente de dire au revoir à la partie informatique. Au revoir ou adieu, ça dépend, mais disons qu'on est tous obligés de gagner notre vie et que dans les arts, ça devient de plus en plus difficile, que ce soit dans l'écriture ou dans la musique, parce que finalement, tout est commercialisé de nos jours. Donc si on veut, par exemple, j'écris sur la poésie et sur la musique, c'est un sujet qui en fait intéresse pas mal de monde, mais qui n'est pas commercialisé ou commercialisable. Donc à la limite, les gens qui s'y intéressent sont difficiles à toucher, puisque tous les médias sont orientés vers ce qui peut être médiatisé. Et donc on s'adresse très peu à des gens qui veulent s'asseoir le soir et réfléchir. On s'adresse plutôt à des gens qui s'installent devant leur écran et donc qui subissent l'information, si on veut. Et moi, je m'adresse plutôt à des gens qui... Est-ce que tu peux vendre ton produit à travers Internet ? Pas vraiment, non, parce que l'Internet aussi, l'Internet en fait c'est la télévision poussée au niveau suivant. Donc, tu as un site qui a tes livres, par exemple. Oui, mais voilà, mais le site qui a les livres ne sert à rien, puisque en fait il n'a pas vraiment mes livres, il a l'image de mon livre. Et mon livre ne se vend pas par l'image, il se vend par le contenu. D'accord. Et par exemple, est-ce que ton livre est sur Barnes Noble ou quelque chose comme ça? Oui, il est sur Amazon.com et sur Barnes Noble. Oui. Donc pour que les gens aillent sur Amazon.com et le commandent, il faut que tu aies ton propre site. Non, absolument pas. Ils peuvent aller directement le commander sur Amazon.com ou sur Barnes Noble. Oui, mais Amazon.com ne va pas faire de la publicité spécifiquement que pour ton livre. Non, tu es en charge de ça. Voilà, ils ne font pas de publicité. Et en fait, la publicité pour ce genre de sujet qui est plus ou moins académique est impossible à obtenir. Oui, en fait, elle est impossible à obtenir parce que il n'y a même pas de journal spécialisé, si on veut, qui s'intéresse à ce genre de sujet. D'accord, et tu peux faire des mass emailing. Faire des mass emailing, mais c'est intéressant parce que c'est en fait des choses auxquelles les gens s'intéressent quand on leur en parle. Mais tu ne sais pas qui cibler, c'est ça? Voilà, c'est presque impossible à cibler, et en fait, c'est d'autant plus difficile d'avoir accès au lecteur. On verra. Voilà, parce que justement, il y a ce barrage d'informations pour l'information immédiate, si on veut, pour les gens qui s'intéressent à l'affaire Clinton, pour les gens qui s'intéressent à comment améliorer sa vie en 6 étapes, qui veulent perdre 50 kilos en 10 minutes. Enfin, on vit à une époque de recettes, et quand on ne vend pas de recettes, en fait, c'est très très difficile de cibler une audience, puisqu'elle n'existe pas. Qu'est-ce que tu vends? Ben, en fait, je ne vends rien. Non, mais c'est-à-dire, quel est le contenu de tes livres? Ben, le contenu, c'est une réflexion. Et une réflexion, par définition, ça ne se vend pas. C'est quelque chose qui... c'est-à-dire, tu lis quelque chose et tu... qui est interne, qui sert à l'intérieur de soi-même et pas à l'extérieur. Donc, c'est pas comme une voiture dans laquelle on peut monter et se promener, ou quelque chose qu'on consomme, comme du café, ou même un film qu'on consomme, en quelque sorte. Donc cette réflexion peut être commercialisée en disant aux gens, lisez ça, ça vous donnera de l'inspiration demain pour faire ci et ça. À un certain niveau peut-être, mais ça demande déjà des connaissances. Donc c'est très difficile de commercialiser quelque chose qui demande déjà des connaissances. Ah, d'accord. Et je pense que... Je crois que pour vendre un produit, il faut parler du bénéfice. Quel est le bénéfice de votre livre, par exemple? Ben, aucun. Ah bon? Ben voilà, aucun. C'est-à-dire que... C'est un plaisir, peut-être. Je ne sais même pas s'il faut qualifier ça comme plaisir. C'est en fait... c'est quelque chose qui vous réveille, disons que... Ben voilà, lisez ça, ça vous réveillera. Voilà. C'est ça le bénéfice? Voilà. Alors voilà, donc tu peux faire la publicité en disant... Réveillez-vous, pour vous réveiller, lisez ci et ça. C'est le bénéfice. Si on veut, c'est un bénéfice, effectivement. Voilà. Donc c'est là que tu dois faire la publicité de ton...
Voilà. Voilà, il faut trouver le bénéfice et les gens ils achètent en général le bénéfice, ils s'en fichent du contenu. Voilà, mais il faudrait que j'enveloppe ça dans du cellophane avec un peu de café, à ce moment-là ça s'achèterait. Voilà, d'accord. Et tes livres, ils sont longs, ils sont courts, ils sont moyens, ils sont quoi? Donc les livres, en fait, c'est une série de plusieurs tomes. Et il y en a déjà 2 d'écrits, je travaille sur le 3e. Et la raison pour laquelle c'est une série, c'est parce qu'en fait, le sujet ne peut pas vraiment être couvert en un seul tome. Et c'est assez vaste, ça remonte de l'Antiquité au monde moderne, et ça s'adresse surtout aux gens qui s'intéressent, comme je dis, à la poésie et à la musique, au sens ésotérique de la poésie et de la musique. Donc c'est en fait une classe de gens. En fait, il y a beaucoup de gens qui aiment la musique, donc c'est universel, ça peut se vendre en plusieurs langues, dans plusieurs pays, si tu peux atteindre des gens qui aiment la musique. Absolument, mais donc pour atteindre tous ces gens, il faut aussi leur... Mass marketing. Oui, il faut leur livrer un produit déjà plus vulgarisé peut-être que le mien, c'est-à-dire que le mien en fait... c'est surtout, j'ai surtout fait ça parce que ça m'intéresse plus que pour le vendre, et donc ça n'a pas encore atteint ce niveau de vulgarisation, si on veut. C'est encore quelque chose qui pour moi est un peu un hobby, si on veut. C'est une recherche sur seule de ma musique, si on veut. C'est-à-dire que les sujets auxquels je m'intéresse au niveau de l'interprétation, au niveau du chant, sont les sujets sur lesquels j'écris. Ah, d'accord. Et tu chantes en quelle langue? Je chante un peu dans toutes les langues, en italien, en français, en russe, en allemand, mais pas en anglais. Ah, d'accord, et c'est quelque chose que tu pourrais enregistrer et faire passer quelque part? Voilà, c'est le côté enregistrement m'intéresse beaucoup. En fait, un de mes projets, justement avec le voyage d'hiver, c'était d'écrire les livres et ensuite de faire un scénario cinématographique, puisque ça dure 1h15. La musique dure 1h15, et de faire un enregistrement, donc de compléter le travail par faire... c'est pas juste une vidéo au niveau donc de chanter les leaders sur scène, c'est d'en faire un film, un véritable film. Une histoire. Voilà. Parce que c'est en fait une histoire en 24 tableaux, et ce qui est assez intéressant, c'est que la structure en 24 tableaux est la structure que Homère a adoptée, par exemple, pour l'Iliade et l'Odyssée. Donc c'est une structure qui est très, très traditionnelle, et qui remonte, si on veut, aux sources de l'art. Donc si on s'estime artiste, on est obligé d'étudier les sources de l'art, et les phénomènes de la structure du cycle même est une notion qui date d'Homère. Donc la première appellation de cycle, c'était le cycle de l'Iliade et de l'Odyssée, en 24 tableaux. Ah, super. Et tu penses que ça serait un film long métrage d'1h30? Non, ça serait probablement, la musique elle-même prend entre 1h05 et 1h10. Selon le tempo. Ça fera 2 heures? Non, avec l'histoire, je pense que ça ferait 1h20 à peu près, donc tout à fait une durée cinématographique normale. D'accord, donc tu peux aussi ajouter des bricoles et ça fait 2 heures? Voilà, mais en fait, il faut voir ça un peu comme les films de Kurosawa, c'est-à-dire qu'il faut en faire des tableaux très vivants et enchaînés. Et donc, comme les poèmes s'enchaînent à un certain niveau, ça permet de créer une continuité en dessous des tableaux. Donc ton 3e hobby, ça devrait être la cinématographie un peu. Voilà, mais donc ça présente encore plus de difficultés que l'écriture, puisqu'il faut déjà enregistrer le chant correctement, non plus pour un CD, mais pour une vidéo, ce qui est déjà complètement différent au niveau technique. Et c'est aussi différent parce que tout ce qu'on a fait au niveau cinématographique, au niveau du son, ne correspond absolument pas à ce à quoi l'auditeur s'attend. Et par exemple, Marcel Pagnol a expérimenté avec ça, il a enregistré La Belle Meunière de Schubert. C'était en fait le premier film en France qui a été fait en Technicolor, et c'était la base sur laquelle Pagnol a construit Jean de Florette et Manon des Sources. C'est un succès fou. C'est un succès fou par la suite. Par contre, La Belle Meunière a été critiquée, a été complètement démolie, et c'est une chose sur laquelle Pagnol a travaillé pendant 20 ans. Et donc il l'a réalisé finalement, mais c'était une réalisation impossible parce que c'est très très dur de passer quelque chose de vocal dans la cinématographie, parce que ça va être beaucoup plus théâtral. Et je pense que l'erreur de Pagnol a été de vouloir en faire un film, et il a oublié le côté théâtral. Il a fait ça avec Tino Rossi, donc une voix de chanteur de charme. Et donc ça a baissé, si on veut, le niveau théâtral du cycle.
Et il y a une histoire belle derrière ta musique? L'histoire est en fait très dure puisque c'est un voyage, mais c'est un voyage au sens antique du terme, donc comme Ulysse, où quelqu'un quitte, en fait il a été abandonné par sa petite amie et il va se découvrir. En fait son voyage c'est le voyage vers la mort, donc c'est pas un voyage qui intéressera beaucoup de gens puisque tout le monde y va de toute façon. Mais donc il y a l'interrogation de la personne qui abandonne, si on veut, cet environnement de printemps, parce que le premier chant commence au printemps, au mois de mai, quand sa petite amie le quitte, et donc il se rend compte que le printemps s'est terminé et qu'à partir de là on va vers l'hiver. C'est pour ça que ça s'appelle le voyage d'hiver. C'est donc le voyage vers la mort, donc dont on prend conscience avec les premières épreuves d'amour, si on veut, on est abandonné. Donc ce phénomène de l'abandon crée ce genre d'interrogation. Donc pourquoi est-ce que j'ai été abandonné? Et l'abandon final, si on veut, c'est l'abandon de la vie, donc où on meurt. Et toute cette interrogation, en fait, demande 24 chansons, si on veut. D'accord. C'est un peu ce qui se passe avec toi avec l'informatique, quoi. C'est l'abandon un petit peu. Ben, l'abandon, justement, c'est un concept qui n'existait pas dans l'informatique, puisqu'on arrive avec les machines à vouloir créer quelque chose de plus ou moins éternel, donc de faire une continuité au niveau géographique, au niveau de la communication d'information n'arrête jamais de couler, en fait, c'est ça le phénomène informatique. Mais ce que tu chantes, ce que tu fais en musique, c'est la composition de quelqu'un d'autre, c'est ce que j'ai compris. Oui. D'accord. D'accord. La prochaine fois, si tu veux, on enregistre la partie audio, c'est-à-dire la partie musique. On peut essayer. D'accord. Comme ça nous fera un show supplémentaire. Mais ce sera vraiment juste la partie audio. Il n'y aura pas d'interview, ce sera juste enregistré toi. Voilà. Et donc ce sera très intéressant, je trouve. Et puis je te dirai si c'est commercialisé. Mais je sais qu'il y a des gens qui mettent sur Internet l'audio et c'est très très facile à obtenir l'audio sur Internet, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Le format MP3. D'accord. Mais comme c'est pas ta composition, tu n'as pas le droit de le faire, c'est ça? Voilà, exactement. La seule chose que tu pourrais faire, c'est leur demander le permis d'en faire un film. Ah non, au niveau les auteurs, au niveau du copyright, il n'y a pas de problème puisque c'est dans le domaine public. Ah bon? Oui. Donc tu peux le chanter et tu es dans la permission? Oui, exactement. Oui. Ah, super. Par contre, si je l'enregistrais sous contrat avec une société... Pour le vendre, il faut voilà, c'est ça. D'accord. Et ça t'intéresse de faire ça, non? Non, j'aimerais mieux me garder le contrôle, en fait. Donc, si tu veux vraiment faire ce film et que tu veux aller jusqu'au bout, tu dois passer par toutes les étapes d'avoir le copyright? Non, pas nécessairement d'avoir le copyright, c'est-à-dire qu'il faudrait que je passe par l'étape de l'enregistrement et ensuite d'écrire le scénario, donc de faire la partie, les tableaux. Mais je pense que l'enregistrement, en fait, vient avant les tableaux, puisque il y a un problème de timing, si on veut, c'est-à-dire qu'il faut savoir exactement la durée de tous ces tableaux au niveau musical, de manière à pouvoir adopter l'image. Et tu peux faire le scénario? Non, mais enfin, je peux, comme j'écris de toute façon... c'est une page par minute, donc un film de 2 heures, ça devrait te faire 120 pages, non? Oui, ce serait... mes livres, justement, mon premier tome fait à peu près 300 pages, le deuxième 350. Donc c'est un film en plusieurs épisodes. Voilà. Donc ça te fera au moins 6 épisodes, ça aussi. Ça peut découper un épisode, effectivement. Ah, d'accord. Mais c'est très intéressant, en fait. Tu peux te lancer dans une carrière de créative, de réaliser des films, voilà. Voilà. Et ce serait très intéressant. Je suis dans ce domaine-là moi-même. Je trouve que ce que tu fais très très intéressant. La prochaine fois, ce que je voudrais peut-être, c'est que tu nous apportes quelque chose que tu as écrit. Oui. Et puis, on enregistrera quelques-unes de tes chansons. Et on fera juste l'audio, et puis tu verras ce que ça donne. Avec plaisir. Ok, bon. Donc je te remercie beaucoup d'être venu ici sur French American TV et au plaisir de te revoir. Merci. C'était donc Michel Bessac qui est ici sur la baie, n'est-ce pas? C'est ça, Auckland. Auckland, et qui est écrivain, chanteur et informaticien de profession. Merci beaucoup d'être venu.